légende du manga, ça n'est pas du jour au lendemain. Elle prend racine dans l'enfance d'un passionné, grandit à force de détermination et éclate au grand jour à travers des œuvres inoubliables. Tetsuo Hara, c'est une de ces légendes vivantes. Connu comme le dessinateur du mythique Hokuto no Ken, Hara il a marqué l'histoire du manga. Dans cette vidéo, je vous propose de retracer sa vie et sa carrière, de son enfance baignée dans le manga, à ses premiers pas dans l'industrie, en passant par le succès de Hokuto no Ken. Préparez-vous à plonger au cœur du parcours d'un artiste hors du commun, dont le trait a façonné la pop culture. Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Hokuto no Ken, c'est une des œuvres qui m'a le plus marqué visuellement. Entre les persos ultra balèzes et le monde post-apocalyptique à la Mad Max, il y a tout pour régaler. Comme d'habitude, je compte sur vous pour vous abonner, pour liker et pour commenter. Et sur ce, on est parti. Tetsuo Hara, il est né le 2 septembre 1961 dans le célèbre quartier de Shibuya à Tokyo. Il grandit en périphérie dans la ville de Koshigaya, dans une famille japonaise plutôt ordinaire. Comme beaucoup de mangaka, il est passionné par le dessin dès son plus jeune âge. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans le Japon des années 60-70, le manga il est en plein essor et l'animation ça devient super populaire. Il y a des gros classiques qui sortent à la télé, comme Astro Boy, Ashita no Joe ou encore Devilman. Et tout ça, ça le fait rêver. Ce qu'il aime le plus, c'est dessiner des affrontements. Les scènes de combat, c'est ce qu'il préfère, et il veut limite faire que ça. En même temps qu'il grandit, il y a un mouvement qui prend de l'ampleur. C'est le mouvement Gekiga. On en a parlé plusieurs fois sur la chaîne, mais en gros, c'est un mouvement qui a abouti à des mangas avec des traits plus sombres et réalistes, et qui a donné des œuvres plus matures, on va dire. Tetsuo Hara, il a grandi avec cette évolution dans le trait. C'est pour ça que les auteurs qui vont faire son premier socle d'influence, c'est des gars comme Shotaro Ishinomori, qui a fait Cyborg 009, mais surtout Kamen Rider qui l'a emmené loin. Il y a aussi Tetsuya Shiba et le classique Ashita no Joe, ou encore Fujio Akatsuka, qui l'a attrapé avec Tensai Bakabon dans le registre de l'humour. On peut dire que Tetsuo Hara, c'est un petit enfant du Gekiga. Il va aussi se laisser happer par d'autres pépites, comme par exemple Tiger Mask d'Iki Kajiwara, l'histoire d'un catcheur qui est devenu un héros masqué et qui lutte contre une organisation criminelle pour protéger les orphelins et se repentir de toutes les dingueries qu'il a fait. On en a parlé plusieurs fois sur la chaîne, c'est une œuvre qui a influencé beaucoup de mangaka, comme par exemple Kazuki Takahashi, le créateur de Yu-Gi-Oh! Il passe son collège la tête pleine d'inspiration. En classe, quand il s'ennuie, il s'amuse à dessiner des flipbooks. Vous savez, c'est tous ces petits dessins au coin d'une page, et quand tu fais tourner les pages, t'as l'impression de créer du mouvement. Il pense déjà le manga comme un film, et rêve de devenir artiste lui aussi. Quand il est au lycée, il se fait une bande de potes passionnés comme lui via le club de l'école, et avec eux, il va imprimer un petit magazine, le Tenshin Ranman. C'est là où Hara publie sa première histoire, Gendai no Jinsei. C'est une histoire policière qui s'inspire des romans de Shinichi Oshii, dont on a parlé dans la vidéo sur Tsukasa Hojo. Et vous allez voir qu'il a pas mal de points communs avec Hojo. Malheureusement, j'ai pas réussi à trouver d'image de Gendai no Jinsei, donc n'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez quelque chose. Hara, il veut des retours pro sur son taf. Donc cette même année, il va envoyer ses travaux à Takao Yaguchi, auteur de Tsurikishi Sanpei, un manga sur la pêche. Soyez pas étonnés, il y a des mangas sur absolument tous les sujets. Takao Yaguchi, il va lui répondre que son style il manque encore de maturité et qu'il doit continuer de s'entraîner. Mais c'est pas grave parce que le jeune Tetsuo, il veut marcher sur les traces de ses aînés et il va s'entraîner sans relâche. Il dessine des petits onkomas par-ci par-là qu'il montre à ses potes pour recueillir leurs avis. Pour passer un step dans son art, Hara va s'inscrire à un des cours de manga les plus prestigieux de l'époque, ceux de Kazuo Koike. Kazuo Koike, on l'a déjà vu, c'est un des mentors de la reine Rumiko Takahashi. C'est une des grandes figures du mouvement Gekiga. Il a collaboré avec les plus grands et il a créé sa propre école en 1977 pour former les nouveaux talents. Avec lui, Hara va apprendre à bien mener un scénario et à créer des personnages forts. Pendant cette période, il va aussi avoir de nouvelles influences. À côté des cours de Koike, il y a une librairie qui vend notamment des comics. Il va alors découvrir le travail de Neil Adams et Frank Frazetta qui vont devenir des grosses références pour lui. Neil Adams, c'est une pointure du comics. Il a bossé chez DC Comics et Marvel et il est reconnu pour son trait réaliste. Les deux œuvres sur lesquelles il a surtout travaillé, c'est Batman et Green Lantern, mais aussi sur X-Men. Frank Frazetta, lui, c'est une légende de la BD fantastique qui est née dans les années 30. Il a notamment bossé sur Ghost Rider et Black Hawk. Parmi ses travaux, il y a une peinture en particulier qui va résonner chez Hara. Cette peinture, c'est Death Dealer que Frank Frazetta a peint en 1973. Dans Hokuto no Ken, il s'en servira comme base pour l'un de ses personnages, Rao. Cette période du lycée, elle est super riche pour Hara. Il développe son imaginaire et il affine son trait. Grâce au cours de Kazuo Koike, il sait mieux composer ses planches, créer des personnages charismatiques super forts et il se met à dessiner tous les jours. Il se sent carrément prêt pour passer à la vitesse supérieure et c'est maintenant super clair, il veut devenir mangaka. Avant même de terminer le lycée, et en parallèle de ses cours avec Kazuo Koike, Hara décide d'envoyer ses essais à la Shueisha. Il se projette pas du tout à aller à l'université, et il est prêt à prendre tous les risques pour réaliser son rêve de devenir mangaka. En voulant postuler chez une pointure de l'époque, Bushi Terasawa, qui est le créateur du mythique Cobra, ses travaux ils vont tomber entre les mains de l'éditeur Nobuhiko Horii.
le même qui a découvert Tsukasa Hojo. Si vous avez vu la vidéo sur Tsukasa Hojo, vous savez qu'ils sont très liés. Horie, l'éditeur, il trouve que le jeune Ara il a du talent et il va l'introduire auprès de Yoshihiro Takahashi qui cherche un assistant. Yoshihiro Takahashi, il est déjà publié dans le Jump Comics depuis 1976 avec sa série Shiroi Senshi Yamato. C'est une histoire où le personnage principal c'est un chien, Yamato, qui combat d'autres chiens pour devenir le champion. On est dans le thème du combat et Ara il va le rejoindre en tant qu'assistant et bosser avec lui pendant 2 ans. C'est son premier pas dans l'univers professionnel du manga. Au départ, il aime pas trop le style de dessin de Yoshihiro Takahashi, mais Nobuhiko Horie, son éditeur, il lui demande de patienter à ce poste parce que ça va lui être bénéfique. Au final, Ara y reste et assez rapidement, on lui confie des tâches de plus en plus importantes. C'est d'autant plus formateur qu'avec Takahashi, Ara il travaille sur un rythme de publication hebdomadaire, donc c'est super chaud. Il faut être très rigoureux et aussi astucieux. Il apprend des techniques de découpage et d'ancrage qui lui font gagner énormément de temps. Entre les décors, les animaux, les personnages d'arrière-plan, etc., Ara il apprend tout le process de A à Z. Toute cette période chez Takahashi, c'est un vrai accélérateur et un pont parfait pour lui-même développer sa propre série. Il est déterminé à devenir mangaka. Il dessine des petits one-shots sur son temps libre et mine de rien, son nom il va commencer à circuler petit à petit. En 1982, alors qu'il a à peine 21 ans, Tetsuo Ara il se sent prêt. Et ça va être une année incroyable pour lui puisque tout va aller très vite. Déjà, il quitte son poste d'assistant chez Yoshihiro Takahashi. Il veut être totalement libre. Ensuite, il tente sa chance dans le concours du Fresh Jump, qui est un tremplin pour jeunes talents organisé par la Shueisha. L'histoire qu'il va envoyer pour ce concours, c'est Super Challenger en avril 1982. C'est un manga de boxe et on y retrouvera déjà des bases de personnages qui reviendront plus tard. Avec ce one-shot, il remporte le premier prix du concours. Il commence à toucher du doigt son rêve. Avec ce prix, il se fait remarquer. La Shueisha, ils ont kiffé cette manière qu'il a de retranscrire les combats, et donc ils lui font confiance pour développer une autre histoire. Cette histoire, c'est Mad Fighter, qui sera publié dans le Fresh Jump en octobre 1985. C'est un manga dans un monde post-apocalyptique qui est complètement inspiré de Mad Max. On y suit un jeune motard, Shin, qui part se venger d'un gang qui ont défoncé son pote. Avec Mad Fighter, Ara il fait pas vraiment de succès, mais il se rapproche de plus en plus de son futur chef-d'œuvre. La même année, il va envoyer Crash Hero, un prologue de The Iron Don Quichotte, qui sera sa première publication en série. Crash Hero, c'est un manga sur la motocross avec un personnage principal qui fait des acrobaties de ouf. Le dessin de Ara, il commence à être déjà très clean. Avec ses 3 premières œuvres, Ara il devient officiellement mangaka à part entière. Mais pour l'instant, c'était que des one-shots. Il a maintenant envie de passer le cap de la sérialisation. Toujours en 1982, confiant après ses one-shots prometteurs, Ara il décroche une opportunité majeure. La Shueisha lui donne son feu vert pour une sérialisation régulière dans le Weekly Shonen Jump. Il travaille alors sous la supervision de son éditeur Nobuhiko Horie. Pour ce nouveau projet, il va repartir de son précédent one-shot, Crash Hero. Il va reprendre le thème de la motocross et baptiser cette nouvelle œuvre Tetsu no Don Quichotte. Cette série, elle s'inspire de la popularité montante du motocross à l'époque. Dans Tetsu no Don Quichotte, le personnage principal, c'est un jeune passionné de motocross qui participe à des courses de fous ultra violentes. On retrouve clairement des éléments graphiques qui font sa patte et qu'on retrouvera plus tard. Ara il va tenir cette histoire pendant 10 chapitres, mais le manga il peine à trouver son public, et c'est stoppé de manière un peu abrupte. Ça va finalement être compilé en 2 tomes. C'est un premier coup dur pour Ara qui n'a pas pu aller au bout de son rêve de série longue, mais il essaye de relativiser et d'en tirer toutes les leçons. N'oubliez pas qu'il a seulement 21 ans, il a déjà beaucoup accompli pour son âge, et la marge de progression elle est encore énorme. Bon, maintenant qu'on en est là, il est temps de vous introduire un compagnon de route de Ara qui malheureusement va plus le quitter. Comme on vient de voir, niveau dessin, il commence à vraiment toucher. C'est fin, précis, dynamique, bref, il y a tout ce qu'il faut. Et maintenant, imaginez qu'il ait fait tout ça avec un seul œil. Le kératokone, c'est une affection oculaire qui se manifeste généralement à l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Pour Ara, j'ai pas trouvé l'information exacte, mais je pense que c'est plus logique de vous introduire cet élément maintenant. Cette maladie, elle provoque une déformation progressive de la cornée qui entraîne des troubles de la vision et peuvent par exemple fausser la perspective. Pas pratique du tout quand on est mangaka. Pour compenser ce handicap, Ara il a tendance à fermer un œil pour diminuer ses troubles. Ça lui demande pas mal de concentration et d'énergie et il reprend fréquemment ses dessins pour corriger les erreurs. C'est un homme persévérant et dédié à sa passion et j'imagine même pas l'effort que ça lui a demandé de pondre autant d'œuvres tout au long de sa vie. Je sais pas pour vous, mais je trouve que ça force vraiment le respect, surtout quand on voit la qualité de ses dessins tout au long de sa carrière. Après la fin prématurée d'Iron Don Quichotte, Tetsuo Ara il va vite reprendre ses esprits pour comprendre ce qui n'a pas marché. Il se pose plein de questions. Est-ce que c'est le dessin? Est-ce que c'est le scénario? Donc il va se poser avec Nobuhiko Horie et ensemble ils vont faire le tri. Ara il va prendre le temps de réfléchir à ce qu'il a vraiment envie de faire. Il est fan de films d'action et d'arts martiaux et il adore dessiner des scènes de combat. Ça lui paraît évident, ce qu'il faut qu'il fasse c'est un manga de combat. À partir de là, il va plonger sa tête dans une nouvelle histoire.
Pour cette nouvelle histoire, Hara il imagine un guerrier capable de faire exploser ses ennemis de l'intérieur. Il va en faire 2 courtes histoires qui seront publiées dans un numéro spécial du Shonen Jump dès 1983. Dans ces récits, on découvre un jeune personnage, Kenshiro, qui fait face aux disciples de l'école du temple. Ça se passe dans une époque similaire à la nôtre, et on suit un Kenshiro adolescent qui évolue avant le grand holocauste nucléaire. Le public il va kiffer cette nouvelle histoire. Tous les feux sont au vert, donc la Shueisha va laisser Hara poursuivre cette histoire dans une sérialisation. Il est super soulagé parce qu'il a galéré à sortir ce prologue de Hokuto no Ken. À ce sujet, il dit « Je pensais que j'allais devenir cinglé. Je n'avais pas un seul assistant. J'ai reçu un petit coup de main quand je mettais la touche finale, j'étais content d'avoir de l'aide, mais avant c'était vraiment la misère. » Pour mettre toutes les chances de leur côté, l'éditeur Nobuhiko Horie, il va aller chercher un scénariste talentueux et qui a déjà pas mal d'expérience. Yoshiyuki Okamura, plus connu sous le pseudo de Buronson. Entre Hara et Buronson, ça va être le début d'un des duos scénaristes mangaka les plus iconiques de l'histoire du manga. Buronson, c'est un ancien des forces aériennes d'autodéfense japonaises qui a déjà signé plusieurs histoires policières à succès. Je vais pas m'attarder ici sur son parcours parce que je comptais faire une vidéo complète sur ce GOAT. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'à cette époque-là, on est encore en pleine guerre froide et la peur d'une attaque nucléaire, elle est dans tous les esprits. La conséquence, c'est que même dans l'imaginaire des artistes, ça va se retranscrire et on voit apparaître de plus en plus d'histoires d'apocalypse. Hara, il avait posé les bases de l'histoire avec un guerrier qui a des techniques dévastatrices. Buronson, c'est lui qui va introduire le décor post-apocalyptique et développer le scénario. La référence principale pour ce nouveau monde, c'est évidemment Mad Max qui est sorti en 1979, soit 4 ans auparavant. Hara et Buronson, ils vont s'en inspirer aussi bien au niveau de l'imagerie que de l'intrigue. Dans cette nouvelle version, Kenshiro il est maintenant adulte, et il va se retrouver à combattre pour défendre les faibles et les opprimés dans un monde où l'humanité elle essaye de survivre. Cette nouvelle histoire qui s'appelle Hokuto no Ken, ça va être le grand chef-d'œuvre de Hara et une référence classique de l'histoire du manga. La publication elle démarre dans le Weekly Shonen Jump dès 1983. Les lecteurs ils sont plongés dans un futur ravagé par une guerre nucléaire et où règne la loi du plus fort. Dès les premiers chapitres, le ton il est donné. C'est hyper violent. Hara il dessine avec un niveau de détail impressionnant des scènes de combat jamais vues dans le Jump. Buronson lui, il installe un univers de western post-apocalyptique qui est fascinant. Avec Hokuto no Ken, les lecteurs ils accrochent rapidement. Les ventes du magazine elles explosent et il y a de plus en plus de courriers de fans. Sans le savoir encore, Hara et Buronson ils viennent de poser la première pierre d'un monument de la pop culture. Hokuto no Ken est lancé et rien pourra plus arrêter son ascension fulgurante. Le cœur d'Hokuto no Ken, c'est évidemment Kenshiro, le personnage principal. Je me rappelle quand j'étais petit, je trouvais qu'il dégageait énormément de puissance. Les traits de son visage, ils sont durs, il a un côté impassible, il a des muscles abusés, et tout ça, ça le rend vraiment imposant. Pour l'inspi, Hara, il a plusieurs références. D'abord, Kenshiro, c'est une masse de muscles avec des traits de visage durs, et ça, il l'a pris des films d'action des années 80, comme Rambo par exemple. Pour ce qui est des techniques de combat, il va clairement s'inspirer de Bruce Lee, notamment avec ses cris et la rapidité de ses coups. Je vous laisse comparer, mais il y a quand même pas mal de similitudes. Pour renforcer le côté guerrier, Kenshiro il a 7 cicatrices sur le torse. Ensemble, elles forment la constellation de la Grande Ourse. D'ailleurs, Hokuto no Ken, ça veut littéralement dire le point de la Grande Ourse. Hara, il se régale. Surtout que Buronson lui donne de la matière avec des duels de fous et des antagonistes super charismatiques. C'est pas les seuls à se régaler parce que très vite les lecteurs ils vont s'attacher à Kenshiro. La violence dans Hokuto no Ken, c'est ce qui frappe tout de suite. On n'avait jamais encore vu autant de corps défoncés dans un manga. Berserk, ça n'existait pas encore, et les œuvres du mouvement Gekiga, c'est rien à côté de ce que montre Hara. Kenshiro, il découpe, il fracasse des crânes, il fait exploser des corps, c'est un vrai boucher. Cette violence, elle renforce le sentiment qu'on est dans un monde extrêmement brutal. Et Kenshiro, il apparaît comme une sorte de sauveur derrière qui on peut se réfugier. Hara et Buronson, ils équilibrent ça entre action brute et mélodrame, et ils vont introduire plein de personnages secondaires marquants, comme Julia, Barthéline, Rei, Toki ou encore Rao. Cette combinaison d'ultra-violence et de personnages stylés, ça accroche grave le public. Mais cette violence, elle va pas être perçue partout de la même manière. Quand la série elle débarque en France en 1988 dans le Club Dorothée, elle fait un carton. Mais rapidement, ça va être pointé du doigt par certains politiques ou associations qui considèrent que c'est beaucoup trop violent. Finalement, pour éviter la censure complète et pour faire court, l'équipe de doublage, elle décide d'exagérer l'humour dans les dialogues, quitte à pousser le truc à l'absurde. Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite. Forcément, ça n'a pas du tout plu à certains fans qui considèrent que ça dénature complètement l'œuvre. Hara, lui, il est étonné que ça ait suscité autant de réactions, d'autant plus qu'au Japon, ça passait à une heure de grande écoute et personne s'en est indigné. Perso, je trouve que c'est ce qui fait le grain de cette œuvre. Parfois, on aime bien quand ça découpe sans trop discuter. Avec tout l'engouement autour de la sortie des chapitres dans le Jump, il y a une adaptation animée qui sortira dès 1984. C'est produit par Toei Animation et il y a 109 épisodes. Au Japon, le phénomène Hokuto no Ken, il prend de l'ampleur. Jouets, figurines, jeux vidéo, aussi bien sur borne d'arcade que sur Famicom,
Il y a toutes les déclinaisons possibles. Avec l'anime, Arai rentre dans une autre dimension, parce qu'il attire des gens qui sont pas forcément des adeptes du manga. Le personnage de Kenshiro, ça devient une icône, aussi reconnaissable que Goku. L'anime, il va aussi s'exporter à l'étranger, et ça va lui valoir une reconnaissance internationale. On l'a vu juste avant sur le cas de la France, mais de manière globale, l'anime il est un peu lissé, surtout sur la suggestion du sang et les autres boucheries. Pour beaucoup d'occidentaux, Hokuto no Ken c'est un des premiers contacts avec un manga ultra violent et plutôt mature. Ça va leur ouvrir les yeux sur une facette beaucoup moins connue de la bande dessinée japonaise à cette époque, qui était cantonnée vraiment à un truc d'enfant. Hormis l'anime, il y a eu pas mal d'autres adaptations, des remakes, des OAV, des spectacles, etc. Je vais pas tous les lister, parce que parler d'Hokuto no Ken, ça mériterait une vidéo complète. Chapitre après chapitre, épisode après épisode, Hokuto no Ken devient de plus en plus populaire. Plus Kenshiro défonce des ennemis puissants, plus Shonen Jump se vend. Au final, HNK c'est aujourd'hui 100 millions d'exemplaires vendus, et c'est dans le top 20 des mangas les plus vendus. C'est plus que des Hunter x Hunter, Vagabond ou Full Metal Alchemist. C'est tellement populaire qu'il va y avoir des éléments qui vont devenir cultes au Japon, comme par exemple le fameux Omae wa mou shindeiru. Omae wa mou shindeiru qui veut dire t'es déjà mort, et que Kenshiro il dit à ses ennemis dès qu'ils sont éliminés. Il y a aussi son cri de guerre qui va devenir légendaire. Voilà, tout ça, ça va devenir une rêve pour toute une génération. C'est publié de 1983 à 1988 et c'est compilé en 27 tomes. En à peine quelques années, Arai il est passé du statut de novice à celui de superstar du manga grâce à cette œuvre. Je sais pas si vous réalisez, mais ça veut dire qu'à 27 ans, il avait déjà pondu son chef-d'œuvre. Au départ, l'aventure Hokuto no Ken, elle devait durer 3 ans. Ça, c'était le contrat de base. Mais avec tout l'engouement, ça aura finalement duré 5 ans. Ça se termine en 1988 avec un ultime arc. Je le rappelle, Arai il a 27 ans, et il vient de clore sans doute le chapitre le plus décisif de sa vie. HNK, ça transforme pas seulement la vie de Arai, mais ça modifie aussi le paysage du shonen des années 80. Jusqu'à présent, les mangas de combat, ils mettaient souvent en scène des combats moins sanglants ou des tournois sportifs. Avec Kenshiro, il y a une violence graphique assumée. Et ça montre au Jump que c'est possible de proposer ça dans un magazine tout public. Dans son sillage, il y a d'autres auteurs qui vont proposer des héros plus virils et des ambiances plus dures, comme par exemple Jojo Bizarre Adventure de Hirohiko Araki, qui débute en 1986. Il y a quand même une vraie inspiration, ou en tout cas une sensibilité graphique très similaire. Le succès de Arai valide l'idée qu'un shonen peut traiter de thèmes durs comme le sacrifice, la vengeance et la survie, sans perdre son public adolescent. L'autre gros succès, c'est la collaboration réussie entre Arai et Buronson. Ce genre de duo scénariste-dessinateur, c'était assez rare à cette époque. Ils deviennent un vrai modèle pour les prochaines générations. Le fait que HNK soit un classique, ça se confirme grâce à sa longévité. On est 40 ans après et il y a encore des projets d'adaptation, des nouvelles éditions, etc. Arai il a su créer un univers et des personnages forts qui perdurent encore. À 27 ans, il est au sommet, il est admiré par les fans et respecté par ses pairs. Cette notoriété lui offre une liberté artistique précieuse. Il peut tenter des projets plus personnels ou complètement différents. Plutôt que d'étaler à rallonge l'histoire de Kenshiro, il préfère aller explorer d'autres histoires. Il a encore des objectifs et l'envie de se surpasser. Il veut pas être l'homme d'une seule œuvre. Donc voilà, en 1988, Arai il est au max. Il aurait pu faire durer Hokuto no Ken pendant encore 5 à 10 ans, mais il arrête à son pic de popularité. Ça c'est un move rare et tout le monde va aussi le respecter pour ça. Il va rentrer dans les années 90 avec déjà une grosse expérience et beaucoup plus de confiance en lui. L'ère HNK terminée, Tetsuo Arai se retrouve face à un grand défi, ne pas rester prisonnier de son succès. En 1988, il s'associe à un nouveau scénariste, Ryuichi Mitsui, pour créer Cyber Blue. On est encore dans un délire survivaliste, avec une histoire où des humains se sont installés sur une planète avec des conditions extrêmes, comme moins d'oxygène par exemple. Et ça part en mode guerre des classes sociales. Dans cette œuvre, il y a des références à Terminator ou Robocop de Verhoeven. Ça va pas passionner les foules et c'est finalement arrêté au bout de 4 tomes. C'est dispo en français chez Kazé pour ceux que ça intéresse. Cyber Blue, c'est un peu le manga de transition entre Hokuto no Ken et son orientation vers des œuvres plus historiques. Quand il a commencé à dessiner des mangas, Arai rêvait de dessiner une œuvre comme Hokuto no Ken. Quand il arrête HNK parce qu'il estime que l'œuvre est arrivée à son terme, il sait plus trop quoi faire. Il est satisfait du résultat et de l'ampleur que ça a pris. Et il se dit qu'il a réalisé ce qu'il voulait réaliser. Il est un peu perdu et il se dit même qu'il va arrêter sa carrière de mangaka. Finalement, c'est Nobuhiko Horie, encore lui, qui va le convaincre de poursuivre. C'est dans ce moment de flottement qu'il va rencontrer Ryu Keiichiro. C'est un auteur qui est réputé pour ses fictions historiques. Ryu Keiichiro, il va redonner le goût du manga à Ara. Il a un nouvel objectif, raconter des histoires avec l'histoire. Il redécouvre l'époque Sengoku, le Bushido, l'esprit guerrier, et finalement il se rend compte qu'Hokuto no Ken c'était pas si éloigné de ses valeurs. Il va alors se passionner pour ces guerriers qui ont fait l'histoire. Il y a un autre élément qui fait qu'il poursuit sa carrière, et ça va vous paraître un peu fou, mais c'est les impôts. Arai se rend compte que malgré son énorme succès avec HNK, il a intérêt à continuer de bosser s'il veut pas se retrouver sur la paille. À 27 ans, il retrouve un nouveau sens à son existence et à sa passion pour le manga. Dorénavant, il veut explorer la vie de ces hommes qui ont posé leur pierre à l'édifice. En 1990, il se lance dans la première œuvre de ce genre avec Anna no Keiji.
C'est une adaptation du roman de Keishiro Ryu qui retrace la vie romancée de Maeda Keiji, un samouraï excentrique du XVIe siècle. Cette fois, pas de désert post-apocalyptique. L'action se déroule dans le Japon féodal, en pleine époque Sengoku, où seigneurs et guerriers se disputent le pouvoir dans une nation qui est morcelée. Keiji, le petit-fils de Toshie Maeda, parcourt le pays, guidé pas par l'ambition, mais par l'amour du beau, du combat et du saké. C'est un esprit libre, ce qu'on appelle un kabukimono, dans toute sa splendeur. En gros, c'est un ronin, c'est-à-dire un samouraï qui a aucune allégeance. Tetsuhara y déploie un style graphique incroyable. Armure ciselée, paysages fleuris, duels stylisés et l'expressivité hors norme du héros. Hana no Keiji s'est publié dans le Weekly Shonen Jump jusqu'en 1993 et ça connaît un immense succès avec plus de 17 millions d'exemplaires vendus. L'objectif est atteint, il a réussi à faire un nouveau carton après HNK. Le manga y prouve que Hara il est capable de briller hors de son genre de prédilection avec un ton plus théâtral et parfois poétique. C'est aussi un récit riche en histoire, politique et philosophie samouraï qui fascine autant qu'il divertit. En 2008, il y a un spin-off, Keiji Tsukigatari, qui voit le jour. Cette fois, Keiji devient le narrateur et il relate les exploits de Naoe Kanetsugu, un samouraï légendaire du clan Uesugi. C'est publié dans le comic Zenon qu'on verra après, et ce manga il prolonge avec brio l'univers de Hana no Keiji. Après le gros succès de Hana no Keiji, Tetsuhara poursuit son exploration du Japon féodal avec Kagemusha Tokugawa Ieyasu. C'est publié entre 1994 et 1995. C'est un manga en 6 volumes qui propose une relecture audacieuse d'un moment clé de l'histoire japonaise, la bataille de Sekigahara. L'histoire elle suit Jiro Saburo, un guerrier errant qui est engagé comme Kagemusha. En gros, c'est un double qui est destiné à protéger Tokugawa Ieyasu en prenant sa place en cas de danger. Mais lorsque le véritable Ieyasu il est assassiné, Jiro Saburo il se retrouve à assumer son identité pour mener l'unification du pays. Le récit mêle action et enjeux politiques avec une tension constante autour du secret de cette substitution. Tetsuhara s'illustre encore une fois par ses graphiques puissants, ses scènes de bataille et un sens du drame historique. 2 ans plus tard, entre 1997 et 2000, Hara revient à cet univers avec un spin-off, Sakon Sengoku Funroku. C'est centré sur Shima Sakon, le fidèle lieutenant d'Ishida Mitsunari. Sakon, c'est un samouraï au tempérament explosif qui est proche de l'esprit de Maeda Keiji qu'on a vu juste avant. C'est un guerrier habité par une rage intérieure qui s'exprime pleinement sur le champ de bataille. Il est capable de massacrer des armées entières à lui seul. Hara met ici l'accent sur l'intensité émotionnelle et sur la fureur des combats. C'est un vrai hommage à l'héroïsme tragique de l'époque Sengoku. En 2000, il enchaîne avec Aterui Nisei sur un scénario de Katsuhiko Takahashi. Le récit y mêle archéologie moderne, mythologie japonaise et science-fiction. L'histoire, elle est un peu originale. Il y a un artefact ancien qui ramène à la vie Aterui, qui est un chef de guerre et qui prend possession d'un professeur d'université. Son but, c'est d'affronter Tamura Maro, un extraterrestre qui veut tout détruire. C'est un bon gros mélange d'histoire et de science-fiction qui tourne autour du duel de ces 2 personnages. Jamais rassasié d'épopées historiques, Tetsuhara y revient en 2010 avec un projet ambitieux, Ikusa Noko. C'est une fresque dédiée à la jeunesse de Oda Nobunaga, l'un des stratèges les plus iconiques du Japon féodal. Avec Nobuhiko Horii au scénario, Hara trouve encore une fois un terrain idéal pour son style flamboyant, avec des duels intenses, des personnages charismatiques et des décors pleins de détails. C'est publié dans le comic Zenon, et cette série elle alterne entre rigueur historique et romance dramatique. Il magnifie les batailles de l'époque Sengoku avec un trait toujours aussi énergique malgré les années. À ce moment-là, il a déjà 49 ans. La série elle s'étendra sur 12 ans jusqu'en 2022 avec un total de 20 volumes. Donc voilà, les années 90 pour Hara, c'est synonyme de diversification. Il a commencé ce virage avec l'histoire grâce à Ryu Keishiro, mais vous allez voir qu'il a tenté pas mal d'autres trucs. Dès le début des années 90, en parallèle à ses récits historiques, Hara explore d'autres thèmes. Il commence par illustrer Koryu no Mimi, un roman publié en 4 volumes entre 1991 et 1993. C'est écrit par Noriyoshi Osawa et Nobuhisa Tsuruoka, et c'est une série d'histoires d'espionnage classiques avec un agent secret, des environnements criminels, des belles femmes, des transactions cheloues et des sombres secrets. C'est une petite bulle d'air pour lui, ça lui change du rythme frénétique du manga. Et finalement, ça va aussi lui donner envie d'explorer des thèmes similaires. Il va démarrer avec un one-shot pour se faire la main. En 1993, il publie Ziye Xiongshou, littéralement profession killer, dans le Weekly Shonen Jump. L'histoire elle se déroule à Hong Kong dans un climat pesant de vengeance et de drogue. Le héros, Satoshi, c'est un jeune agent de l'antidrogue japonais, capturé et torturé par un cartel local. Entre 2 coups, il replonge dans ses souvenirs, et notamment le jour où sa sœur a été tuée par des trafiquants juste avant son mariage. Il y a alors un tueur mystérieux qui sort de nulle part et qui élimine tous ses tortionnaires. Donc ça, c'est le premier one-shot du genre. Quelques années plus tard, en 1997, Hara récidive avec Hydra, un autre one-shot dans un registre encore plus sombre. On y suit Yami, ancien enquêteur devenu criminel pour assouvir une vengeance personnelle. Sa famille elle a été détruite par une organisation mafieuse appelée Daikirin-kai et ça hante toute sa vie. Lorsqu'il met la main sur Hydra, une arme mythique d'origine chinoise, il commence son massacre.
Hara livre ici un thriller ultra violent, dominé par la rage et la justice personnelle, dans une ambiance de film noir. Encore une fois, il prouve qu'il peut explorer des genres très différents. Mais il n'a pas fait que des one-shots dans ce registre. En 1995, il publie Takeki Ryusei, un manga en 3 volumes. On y suit Ryusei, un ancien chef de gang de motards, revenu après 2 ans d'absence pour retrouver sa ville et son clan. L'ancien leader, il découvre que les nouveaux membres se sont alliés au Yakuza et ça menace l'intégrité de tout ce qu'il avait construit. L'histoire, elle a un gros potentiel, mais malheureusement, malgré un bon démarrage et des dessins super propres, l'intrigue elle s'égare, il y a plein de petites incohérences et ça se conclut brutalement. Ça laisse les lecteurs sur leur faim. C'est un des rares échecs éditoriaux dans la carrière de Hara, mais ça montre à quel point il a envie de tester d'autres choses. De 1998 à 2000, il retente dans ce registre avec, je vous préviens c'est un nom un peu long, Koten Ryoku Oryo Sosaka Nakabo Rintaro, et on va juste l'appeler Rintaro. C'est un polar satirique en 2 volumes basé sur un scénario de Makoto Sakata. L'histoire elle suit Rintaro, un détective au style radical qui traque les abus de pouvoir des élites politiques et financières dans un Japon plongé en crise. Rintaro, il incarne une justice brutale et il confisque sans pitié les biens qui ont été mal acquis. Ça n'a pas fait beaucoup de bruit, mais ça a le mérite d'exister. Comme on vient de le voir, les années 90, c'est vraiment la période des tests et des expérimentations pour Hara. Il s'est complètement détaché d'Hokuto no Ken et il montre à tout le monde qu'il peut produire de la qualité dans des registres très différents. Malgré ça, avec le phénomène que représente HNK et tout ce que ça lui a apporté dans la vie, forcément il garde un lien particulier avec cette œuvre. Et on va voir maintenant comment ça a continué de l'inspirer. En 1995, il publie Kain no Sho, un one-shot de 55 pages pour une édition spéciale du Weekly Shonen Jump. Il va revenir à ses premiers amours, un univers survivaliste, une vengeance personnelle et des arts martiaux secrets. Le héros, Sho, orphelin, est formé par un maître chinois à une technique occulte qui lui permet de créer des flammes à partir de ses paumes. Le titre lui-même, c'est un jeu de mots qui signifie à la fois paume de feu et Sho en flamme. C'est clairement un clin d'œil à Hokuto no Ken, mais sans s'inscrire dans le même univers. Un an plus tard, en 1996, Hara y retrouve Buronson pour coécrire un roman illustré, Hokuto no Ken Jubaku no Machi. Pour la première fois depuis la fin du manga original, ils reprennent le destin de Kenshiro confronté à une nouvelle menace. Dans une ville contrôlée par le tyrannique Sanga, Kenshiro il affronte un pouvoir basé sur l'illusion religieuse. La population elle est dominée par des miracles qui sont orchestrés par un enfant divin et par la manipulation d'une guérisseuse. C'est une histoire de manipulation des masses où Kenshiro, toujours fidèle à lui-même, vient une nouvelle fois briser les chaînes de l'oppression. C'est considéré par certains comme la vraie fin d'HNK et il y aura même 3 OAV qui en seront adaptés en 2003. L'an 2000 marque une étape cruciale dans la carrière de Tetsuo Hara. Avec Tsukasa Ojo de City Hunter et leur complice éditeur Nobuhiko Horie, ils fondent Coamix, une maison d'édition indépendante destinée à offrir plus de liberté créative aux auteurs. Leur but il est clair, c'est publier des mangas plus adultes, libérer des contraintes éditoriales trop strictes des grands magazines traditionnels comme le Jump. Pour ça, ils lancent leur propre magazine, le Weekly Comic Bunch. Je vais pas m'attarder dessus, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur Tsukasa Ojo, n'hésitez pas à aller checker. Pour inaugurer cette nouvelle ère, Hara y revient à l'univers qui a fait sa gloire avec Soten no Ken, qui est un préquel de Hokuto no Ken. L'action elle se situe dans les années 1930 à Shanghai, en pleine tourmente politique. On suit Kasumi Kenshiro, l'ancêtre du Kenshiro original, qui est un professeur cultivé mais aussi maître du Hokuto Shinken et qui est plongé dans les conflits de triades et d'espions. Entre kung-fu, ambiance noire et intrigue historique, la série elle séduit un nouveau public adulte. C'est publié jusqu'en 2010 avec 22 volumes et ça confirme la pertinence du pari éditorial de Coamix. Mais Hara il s'arrête pas là. En tant que cofondateur, il devient aussi mentor. Avec Comic Zenon, qui est le successeur du Comic Bunch, et le Silent Manga Audition, il transmet son savoir aux jeunes générations. Il guide, conseille, repère les talents, tout en restant actif dans la création. À travers Coamix, il bâtit un véritable écosystème créatif, reliant maître et disciple et incarnant une philosophie du partage et de la transmission. Hara, c'est bien plus qu'un mangaka, c'est un pilier vivant de l'industrie du manga. Toujours dans les années 2000, Tetsuo Hara il prend une décision radicale, racheter les droits de ses œuvres à son ancien éditeur, la Shueisha. Il veut reprendre le contrôle total sur son travail. C'est un geste fort qui marque une rupture symbolique avec un système éditorial qu'il juge devenu impersonnel et trop tourné vers la rentabilité immédiate. Selon Hara, les mangaka expérimentés, ils sont traités comme des pions remplaçables. On se sent comme des fantassins, à force on comprend qu'on va être mis de côté. C'est ce qu'il confiera plus tard. Ce choix d'indépendance, il s'est avéré payant. D'abord économiquement. Hara, il affirme que son entreprise, elle dégage désormais près de 500 millions de yens de bénéfices par an grâce à l'exploitation directe de ses droits. À l'heure où je fais cette vidéo, ça correspond à plus de 3 millions d'euros. Artistiquement ensuite, cette autonomie, elle lui a permis de créer librement, à son rythme, dans un cadre respectueux de ses envies. Il souligne que cette décision, c'est la meilleure de sa carrière. Mais au-delà de son cas personnel, Hara il défend un message plus large. Il milite pour une relation durable et équitable entre auteur et éditeur, loin de la course à la nouveauté permanente.
À travers Coamix et ses actions, il invite l'industrie à mieux considérer ses créateurs historiques et à construire un environnement où l'expérience n'est pas un poids mais une richesse. Son parcours prouve qu'un auteur peut conjuguer succès créatif et indépendance entrepreneuriale, un modèle qui inspirera les générations futures. Tout au long de la vidéo, on a parlé des mangas qu'a dessiné Hara. On l'a vu, il est quand même très prolifique et son œuvre s'arrête pas à Hokuto no Ken. On va voir maintenant qu'il a aussi exploré d'autres genres et qui ont notamment beaucoup influencé le jeu vidéo. En 1993, Hara fait une incursion remarquée dans l'univers du jeu vidéo en collaborant avec Capcom sur une toute nouvelle franchise, Muscle Bomber. C'est connu à l'international sous le nom de Saturday Night Slam Masters. Cette série de jeux de catch arcade, elle mêle combats spectaculaires et techniques démesurées dans un style manga. Hara signe le caractère design des catcheurs et réalise plusieurs illustrations promotionnelles pour les versions arcade et console. Avec son trait puissant, il donne immédiatement une identité visuelle forte à la licence. 3 jeux composent la série: Muscle Bomber, The Body Explosion, Muscle Bomber Duo et Super Muscle Bomber. Chacun propose un univers haut en couleurs où des colosses s'affrontent dans des arènes explosives. Si ces jeux rencontrent un succès d'estime, les versions occidentales elles perdent une part de l'empreinte de Hara parce que les artworks originaux ils sont remplacés et les noms ils sont modifiés. Il y a toujours cette manie de modifier les noms, faut vraiment arrêter ça. Mais au-delà de Muscle Bomber, l'influence de Tetsuo Hara elle dépasse le manga. Son esthétique musclée, ses postures épiques, ses visages gravés dans la roche ont marqué toute une génération d'artistes du jeu vidéo. On retrouve son empreinte dans des séries légendaires comme Street Fighter ou Mortal Kombat. Dans un registre complètement différent, en 2005, Tetsuo Hara surprend tout le monde en s'orientant vers la littérature jeunesse avec Morino Senshi Bonolon. Cette série d'histoires illustrées, elle met en scène Bonolon, un géant pacifique de 9 ans vivant dans la forêt des Grands Chênes. Malgré son jeune âge, Bonolon possède un profond sens de la justice. Lorsqu'il perçoit la douleur des gens à travers leurs larmes absorbées par les racines des chênes, il quitte sa forêt pour leur venir en aide en s'efforçant de résoudre leurs problèmes. Ce projet il a également donné naissance à une adaptation animée de 26 épisodes et ça a renforcé la popularité du personnage auprès des enfants. Le travail de Tetsuo Hara, il a laissé une empreinte indélébile sur toute une génération de mangaka. Son influence, elle dépasse largement le cadre de ses propres œuvres, à commencer par des artistes aussi majeurs que Kentaro Miura, le créateur de Berserk. Miura, adolescent dans les années 1980, a été profondément marqué par Hokuto no Ken. Il admirait la puissance graphique des planches de Hara, leur intensité dramatique et leur richesse de détails. Cette exigence artistique, c'est devenu pour lui un modèle. On retrouve d'ailleurs dans Berserk un écho direct de cette patte graphique, de la noirceur des ambiances à la virilité des protagonistes. Il y a un autre lien marquant, c'est Hirohiko Araki, l'auteur de Jojo Bizarre Adventure, qui partage avec Hara une amitié de longue date. Ils ont tous les deux débuté à peu près en même temps et ils se sont mutuellement influencés. Araki reconnaît que les poses iconiques de Kenshiro, elles ont inspiré les fameuses Jojo poses, devenues une signature de sa série. Hara, il a également ouvert la voie à une esthétique plus adulte et plus sérieuse dans le shonen manga. Son style viril, ses personnages puissants et ses thématiques de justice, de vengeance et de destin, elles ont nourri l'imaginaire d'œuvres comme Bleach ou Naruto, qui tout en ayant leur propre identité, intègrent une certaine gravité héritée de Hokuto no Ken. À plus de 60 ans, Tetsuo Hara continue de surprendre par son énergie créative et sa longévité dans le monde du manga. Alors que la plupart de ses contemporains y ralentissent le rythme ou y prennent leur retraite, Hara lui il reste infatigable. Jusqu'en 2022, il dessinait encore mensuellement Ikusanoko dans le comic Zenon, preuve de sa persévérance et de sa passion pour le dessin. C'est pas uniquement sa longévité qui impressionne, mais aussi sa fidélité à son univers et à ses lecteurs. En 2013, il offre même aux fans un one-shot très spécial, Hokuto no Ken Last Piece, qui sert d'épilogue à l'histoire de Kenshiro. Ce chapitre unique, chargé d'émotions, agit comme un adieu à son héros emblématique. Toujours souriant lors des séances de dédicace, Hara démontre une proximité sincère avec son public. Il confie dessiner chaque jour, non pas par contrainte, mais parce qu'il y trouve encore un véritable plaisir. Maintenant qu'Ikusanoko est arrivé à son terme, beaucoup de fans se demandent avec impatience ce que Tetsuo Hara nous réserve. Dans ses récentes interviews, il confie ressentir encore ce besoin profond de raconter des histoires, de coucher des images sur le papier, il a toujours envie de créer. Du petit garçon de Shibuya fasciné par les cases de Tiger Mask à l'auteur confirmé qui a révolutionné le manga de combat, le parcours de Tetsuo Hara force l'admiration. En retraçant son histoire, on comprend que son succès n'est pas le fruit du hasard, il est le résultat d'un amour inconditionnel pour le manga, d'un travail acharné et d'une capacité à se renouveler sans renier ses influences. Hara a offert au monde des personnages et des récits qui resteront gravés dans la pop culture, de Kenshiro le survivant stoïque à Keiji le samouraï exubérant, mais son héritage va au-delà de ses pages. Il a inspiré des générations d'artistes et diverti des millions de lecteurs et spectateurs à travers le globe. Aujourd'hui, à plus de 60 ans, il continue d'écrire sa légende, prouvant que la créativité peut traverser les décennies. Son style inimitable, son sens de l'épique et sa bienveillance envers la jeune génération font de lui un véritable pilier du 9e art.
Voilà pour Tetsuhara, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Elle était super compliquée à écrire parce que sur le web on voit tout et son contraire, donc ça a demandé un gros travail de recherche. N'hésitez surtout pas à compléter ou à corriger dans les commentaires. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker, ça donne toujours beaucoup de force. Et sur ce, à la prochaine.